J'appuie cette courte étude, effectivement, synthèse, sur un corpus de billets extraits de l'ouvrage de Robert Escarpi, lui-même, effectivement, Au jour le jour, billets du monde, 1949-1974, sauf erreur de date, en référence à son approche d'abord étymologique, historique et internationale de l'humour, publié en 63 dans le Que sais-je, et aux actes de la journée d'hommage du 23 octobre 1998, j'y étais, publié dans la revue Communication et Organisation, hors série, deuxième semestre 80. Alors les billets de Robert Escarpi, au jour le jour, publiés dans le journal Le Monde, comme vous le savez, s'inscrivent évidemment dans une longue tradition d'un genre humoristique qui conjugue l'ironie, pastiche, la satire, l'humeur, pour jouer sur les mots et l'humour. Il aura largement démontré par ce procédé éditorial que l'humoriste réagit au présent de l'événement, conjuguant ainsi l'émotion de l'humeur, la nervosité parfois, l'impatience de dire, à la critique distante de l'humour. C'est à cette condition que l'humour peut être pris au sérieux. On pense aujourd'hui au dessin quotidien de Plantu dans Le Monde, dont je me lasse jamais. Quel génie, c'est satire, c'est une puissance symbolique extraordinaire, Plantu. Là, je parle pas trop. Premier chapitre, pastiche, pochade et parodie. Alors, le billetiste et caricaturiste sont certes des opportunistes de l'humeur et de l'humour, de la presse écrite. Opportunistes au sens où ils tirent parti d'un événement, le plus souvent politique, pour le décliner en un récit second, à la fois réaliste et imaginaire, mais toujours prémonitoire, précurseur, voire annonciateur. Robert Escarpi, j'ai passé mes vacances, résumé 25 ans de billets d'Escarpi, je vous assure que j'ai passé du temps. Oui, j'ai bossé la question, même si je les avais lus à l'époque, pour une part importante. Robert Escarpi joue sur l'ambiguïté entre fiction réaliste et fiction fantaisiste. Ça a été dit abondamment. Mieux pour lui, il n'y a pas de contradiction entre réalisme et fantaisie. Seulement un prolongement satirique qui ajoute à la vision réaliste d'un projet souvent politique, sujet politique. Et c'est précisément dans ce procédé narratif que se loge la dérision, et ce qui, dans l'humour, au moyen de l'humour, doit être pris au sérieux. L'hyperbole, l'exagération, la litote, voilà les procédés de la rhétorique, en tout cas ironique, dont use Robert Escarpi. Tels sont les billets de ce professeur réputé, publié dans le journal, donc Le Monde. Il consacre au jour le jour et à ce qui, dans l'actualité, mérite d'être repéré, débusqué, mis à l'index médiatique et au final faire sens politique. La caricature. Alors, le format narratif des billets emprunte souvent aux effets rhétoriques de la satire graphique. J'y reviens, entre pastiche, pochade, parodie, la caricature fait forcément symbole pour une communauté politique, un parti politique, voire un État. Elle prend cette caricature dans ses billets, souvent le statut narratif d'un personnage de bande dessinée. Dans le billet consacré au Bon Russe du 30 juillet 1963, Bon Russe, c'est le titre du billet, il fait référence aux bandes dessinées américaines contraintes d'illustrer les changements politiques survenus en Union soviétique. Alors entre mâchoire serrée, carré du Superman du temps de Stalingrad et de Yalta, et les allures simiesques, la nuque épaisse, la mâchoire de gorille d'après 1945, la caricature physique du Russe fait hyperbole dans le grand récit international de l'époque. Alors j'y reviens, Robert Escarpi joue beaucoup des hyperboles. Il sait qu'il vit juste et loin, parce qu'il grossit ce qui, dans ses personnages, fait récit, fait sens, en même temps fait peur. Et en définitive rassure au moyen du masque de l'humour. C'est assez extraordinaire. Le général de Gaulle n'y échappe pas, je peux vous dire. Lui qui sait, je cite Escarpi, l'habillé le mois du 26 septembre 1963, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, qui s'est endossé la vareuse du général ou la queue de pie du président, nous révélant ainsi alternativement les deux faces de son génie. Mais en même temps, nombre de pamphlets sont de sévères... nombre de billets sont de sévères pamphlets contre une forme de barbarie.
Et pourquoi ne pas inscrire dans ce registre la peine de mort, contre laquelle il dresse en 1956 un réquisitoire sévère. C'était un nettoyage 14 juillet 1956. Mais la critique de l'absurde est encore plus sévère, s'agissant par exemple des projets de bombes radioactives, ce qu'il appelle à propos d'un ouvrage de Henry Kissinger, la psychose atomique. Deuxième chapitre. Robert Escarpi est-il un précurseur de la théorie postcoloniale? J'en suis maintenant convaincu. Les billets consacrés aux responsabilités coloniales de la France affirment, voire confirment une vision postcoloniale, qui est aujourd'hui un thème d'étude extraordinairement important, laquelle souligne les contradictions, voire les paradoxes d'un Occident colonisateur. Comment penser dans l'empreinte coloniale, et pour reprendre ses propos à Yves-Charles Zarka, que j'ai repris dans le dernier numéro de la revue Cité, à propos du post-colonialiste, et c'est Charles Zarka qui parle, là je cite, la rationalité, comment penser la rationalité, l'universalité, les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la démocratie dans l'empreinte coloniale. Et là je cite Robert Escarpi, non pardon, oui c'est ça, Escarpi, les chiffres publiés par la conférence mondiale, c'est Escarpi qui parle, dans Mère des Arts, le 22 septembre 1965. Les chiffres publiés par la conférence mondiale sur l'analphabétisme peuvent nous rendre fiers. La France, dit-il, se classe dans le peloton des têtes des nations qui ont à peu près liquidé ce fléau. C'est-il donc dans le billet 65 septembre. Sa conclusion à propos de peuples colonisés ne laisse aucun doute sur sa déception. Il dit « Ô Jules Ferry, apôtre de l'école et père de notre grandeur coloniale, que dire de ceux-ci, 80 ans après toi, 84% d'analphabètes en Indochine et 90% en Algérie ?» Fin de citation. C'est sévère. Le bombardement du village tunisien de Sakiet, Sidi Youssef, par l'armée française le 8 février 1958, dans le cas de la guerre d'Algérie, lui fournira le sujet d'une bien amère et sévère critique sur le dérive militaire sanglant, une colonisation qui ne manque jamais de prétexte politique pour organiser des bombardements. C'est un événement effectivement tragique et a largement compté. Au crible de la satire passent également au cours de cette décennie les forces militaires, leur poids politique, les stratégies internationales, aux dépens de l'UNESCO, île de culture, de l'éducation, de la science. Le pouvoir militaire est pour Escarpi un pouvoir hors sol, mis en œuvre pour la conquête d'un champ de tir, d'expériences thermonucléaires. Ce grand penseur de l'information et de la communication, qu'on a légèrement commenté aujourd'hui, tourne en dérision cette fascination des essais, des nations pour les essais nucléaires et les bombardements à tout ce qui peut permettre de faire l'économie, en somme, dans la fumée et dans la fureur des canons, d'accords intercommunautaires. Ça cartonnait à l'époque, effectivement. Je me souviens de ce billet, je ne sais pas pourquoi. Une question, cependant, se pose. Nombre de billets sont consacrés à la guerre. Alors là, c'est une question qui m'interpelle aujourd'hui, mais je n'ai pas de réponse. Nombre de billets sont consacrés à la guerre d'Algérie. Ossarès, dont on avait parlé, et dont on en parle aujourd'hui d'ailleurs, apparaît dans son roman Meurtre dans le Pinadar. Certes, il a eu vent de l'affaire Morissola. Ce jeune militant et mathématicien, arrêté le 11 juin 1957, puis torturé et tué par la même année en Algérie par les parachutistes du général Massu. À ma connaissance, mais je dis ça sous le contrôle entre autres de Jean-François, oui, je n'ai pas vu paraître de billets. La déclaration du président Macron, à la une aujourd'hui, dénonçant un crime français, sans doute ferait-elle aujourd'hui le thème d'un billet. C'est curieux. J'ai repris attentivement tout le bouquin, je n'ai pas de trace de ce billet. Au fond, Robert Escarpi, dans un certain temps, est un militant de la cause européenne, incontestablement. Un penseur cosmopolitique avant l'heure. Il consacre en 30 ans de nombreux billets à cette cause. En 1950, le billet sur le thème des rideaux est une métaphore satirique des barrières et autres frontières, et leur infinie déclinaison technique, policière, politique, diplomatique, une critique de l'obsession populiste et nationaliste, qui trouvait aujourd'hui beaucoup de choses à redire sur cette question-là, incontestablement, qu'on retrouve aujourd'hui chez un auteur passionnant, qui m'a toujours passionné, comme Ulrich Beck, malheureusement décédé. Il reconnaît aux passeurs de frontières, fut-il comme le coyote en cas d'un os à ronger, je le cite, aux confins des affaires de la politique et de l'administration, un pouvoir symbolique. Passeur de frontières, c'est un passeur et un perceur de murailles.
et pour le bien commun. C'est fondamental dans la pensée d'Escarpie, pas sûr de frontières. Cette satire du nationalisme emprunte à la symbolique des figures de l'ennemi. On demande un ennemi, écrit-il le 10 janvier 1951. Robert Escarpie n'aime pas les espaces clos des vigiles nationalistes, et son affection va vers ce qui fait communauté, fait lien, fait sens. Et les prolétaires de tous les pays, c'était du 26 septembre 1964, sont en dépit des schismes, cette figure de l'unité internationale. Robert Escarpie, croyez-moi, j'ai lu attentivement l'ouvrage, n'est pas de ceux qui font l'apologie des murs. Que dirait-il aujourd'hui à propos des migrants, sinon qu'ils en feraient des citoyens du monde en quête d'horizons nouveaux, qu'il s'empresserait d'opposer, avec bien sûr une touche d'humour, merci, c'est sympa, merci. Il s'empresserait d'opposer avec une touche d'humour aux hommes d'affaires qui, eux, circulent sur la planète, hommes d'affaires sans difficulté financière, SDF, bien sûr. Bon, je pourrais le suggérer l'idée, c'est bon. Une nuance, Robert Escarpie est certes internationaliste, mais aussi épris du territoire d'Oc, de Gascogne, des Vignes, de la Garonne. En vérité, sa terre est un terrain, est un point d'observation d'horizons multiples, un repère, un ancrage, une aire de repos. L'humanisme, chez Robert Escarpie, a souvent pour référence, pour acteurs et pour auteurs, écrivains et poètes. Solzhenitsyn, Anatole France, Pablo Neruda, souvent cités, sont ces éclaireurs qui l'opposent à l'obscurantisme des poseurs de bombes et des dictateurs. Acteur de la comédie humaine et philosophique, Charlie Chaplin est évidemment censé. Et ce personnage héros, incarnant ce qui, dans l'univers cosmopolitique de Robert Escarpie, peut faire aujourd'hui consensus. C'est pas faux. Il y aurait un travail à faire sur Charlie Chaplin. Sont maintenant dans le viseur de la satire tous les bouffons, les histrions planétaires, autrement dit, ceux qui se prennent au sérieux augmentent ainsi leur potentiel comique. Presque un dernier point, la saluer. Cela dit, sa perception de la sphère politique et publique est parfois pessimiste, pour ne pas dire désabusée. Le billet Deus Ignotus du 21 avril 1958, en regard des vagues populistes, il monte aujourd'hui en Europe, est prémonitoire. À propos de l'élection des conseillers généraux, il prétend en 1958 qu'il s'agit de faire à ces Deus, je le cite, à ces Deus Ignotus, l'offrande de quelques millions de petits bouts de papier sur lesquels l'électeur aura manifesté le choix exigu qui lui est permis entre hiérophantes, prêcheurs du sacré, rivaux, sachant fort bien que voter selon sa conscience est souvent voter inutile. Fin de citation. Approche amère, qu'on retrouve quelques semaines plus tard, le 21 mai 1958, à propos des parlementaires, qui auraient cet étrange pouvoir, en cas de naufrage, de surnager. Quelque chose de quand même de populiste, en fait. Je ne sais pas, il faudrait l'analyser plus profondément. Ou encore à propos, en 1962, de Maurice Schumann, proposant que l'âge de la retraite pour les politiques soit ramené à 60 ans. Ah, ça se discute. Et enfin, en 1965, lorsqu'il se dit surpris de ne pas avoir figuré, je le cite, parmi les amateurs de presse et de digitation, les hommes politiques. Il en rajoute une couche. On pourrait croire ce pessimisme étrange dans le contexte d'une crise politique, la crise de mai 1958, qui marquera le retour du général de Gaulle, évidemment, héros national et international, dont il loue régulièrement parfois le sourire en coin, la stature politique. Mais Robert Escarpie, parce qu'il est visionnaire, est plutôt alarmiste. Qu'il s'agit d'un projet d'immersion de produits radioactifs en Méditerranée, de la promesse qu'il juge illusoire de la paix en Algérie, les nations civilisées capables d'organiser des massacres de masse sous prétexte de guerre avec la propriété administrative des choses méthodiquement organisées. Je cite là, ce pessimiste vire alors la résignation teintée d'ironie amère. Mais un fil ou un fils d'Ariane international est possible. Il dit, quel beau vignoble que l'Europe, dit-il, pour un Bordelais le parcourir, quelle leçon de modestie, mais aussi quel régal. À travers, je cite toujours, cette mosaïque de peuples, ce labyrinthe de civilisation, on peut à son gré suivre le fil d'or des vins blancs ou le fil pourpre des vins rouges. Fin de citation. Le fil d'Ariane, 8 septembre 1964. Il faut vraiment prendre l'humour au sérieux.
feront également les frais dans les billets du jour de la caricature Les pouvoirs qui s'attaquent aux figures intouchables. Nicolas Guillen, grand poète cubain, et l'une de ses figures refoulée à la frontière espagnole en 65 par la police espagnole, refoulée à Hendaye, pardon, en 65 pour la police espagnole, alors qu'il est invité par 10 universités où il devait parler de l'influence française de la culture cubaine. Ça cartonnait vraiment à l'époque aussi. Faut encore les frais de la satire, l'armée, les généraux, les soldats invités, à la manière des professeurs, nos ouvriers, à remonter, pourquoi pas, les Champs-Élysées, je cite, sous des banderoles et scander des slogans. Mais la caricature vise également les personnalités politiques du jour, puisque politique budgétaire oblige, il faut se serrer la ceinture, dit-il. Et s'il faut se serrer la ceinture, alors il est demandé à M. Giscard d'Estaing, joueur d'accordéon, d'imaginer l'équivalent économique des bretelles. C'était pas mal. Je savais que vous ne saviez pas que Giscard jouait de l'accordéon. Alors qu'il me reste encore un peu de temps, mais tu me dis quand il faut que j'arrête. Loin d'Adana Posta, Robert Escarpi trouve souvent prétexte dans l'actualité à quelques satires religieuses. À propos des armes bénites, je cite, le crucifix utilisé comme projectile par des étudiants madrilènes contre la police espagnole en 68, la satire prend une tournure politique. Je cite, à force d'associer le sabre et le goupillon, il est fréquent qu'on les confonde. Les autorités espagnoles ont quelques raisons de le savoir. Fin de citation. Sont bien évidemment visés le régime franquiste et le régime national-catholicisme. Encore un titre. 68 le mouvement, 1968 en mouvement. À l'approche des événements de 68, la satire prend des accents plus lyriques et aussi parfois plus défaitistes. La jeunesse manifestante, qui l'oppose aux vieillards terribles qui partent en guerre contre la jeunesse estudiantine, fin de citation, deviendrait-elle alors l'amorce d'une forme de post-modernité? Je pose la question. Cette jeunesse serait-elle porteuse d'une vision enchantée du monde? Il dénonce en tout cas l'ambition absolutiste, le mode de domination des vieilles barbes, je cite, qui s'imposent sur le chemin de l'avenir. Dardatus Rodeo, 11 avril 68. Cette vision qu'on peut juger idéaliste est relativement tempérée par une relative perplexité sur ce qui attend les étudiants au-delà des barricades. Et je le cite, nourri par les brutalités de la police, la réaction en chaîne qui soulève en ce moment la masse estudiantine, j'étais là, effectivement, je m'en souviens, il y a 50 ans. Oui, j'étais là. Je m'en souviens très bien. En ce moment, la masse estudiantine n'a pas fini d'éveiller les échos dans la pièce des sépulcres universitaires et d'y libérer les inquiétudes prisonnières des institutions, écrit-il le 10 mai 68. Belle date. Enfin, le billet du 13 juin est encore plus sévère. Il dit « Il ne faut pas que les étudiants se fassent d'illusions, quelques réformes qu'ils obtiennent, quelques bouleversements qu'ils provoquent, ils ne changeront du jour au lendemain ni les hommes ni leur routine. L'académisme des médiocres, le dogmatisme des sots, l'autoritarisme des faibles refleuriront impitoyablement dans l'université. » Au fait, fin de citation, à propos des mouvements de mai 68, la question est certes banale. S'agit-il de révolte ou de révolution? Même après 50 ans de recul, je vous avouerai que je pencherais plutôt pour quand même, en fait, une révolution. Sans doute culturelle, mais enfin c'est une banalité. Pour Robert Escarpi, un nombre de pavés qu'on a démonté, quand même, j'en souviens, j'en souviens. Pour Robert Escarpi, nul doute qu'il s'agit du premier mouvement, je cite, révolutionnaire à l'échelle mondiale. Il va pas main morte. Au-delà des enjeux sociologiques, politiques, des facteurs d'ordre idéologique, cette révolution devait s'inscrire dans un cadre plus large, un mouvement en tout cas générationnel et culturel, ce qui en explique la cohérence et l'ampleur internationale. Et enfin, la question féminine. Là, je suis déçu. Un dernier point. Il consacre très peu de billets à la question féminine. Celui sur la jupe de Cléopâtre me laisse dubitatif. Il dit, je le cite, mais j'ai peut-être pas bien compris. Après tout, si la longueur du nez de Cléopâtre avait tant d'importance au destin du monde, pourquoi pas la longueur de la jupe? Ouais, c'était la jupe de Cléopâtre en 59, j'y reviens, je remonte un peu le temps. Avons-nous aujourd'hui les codes de lecture pour décrypter cette formule? Je ne sais pas. Un tout autre billet est celui consacré à Brigitte Bardot, dont il souligne le courage à propos des collecteurs ramasseurs de fonds de l'OS, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Robert Escarpi y voit de la thérapeutique du courage, je cite, la seule qui soit efficace contre tous les virus, et vibrions et vermine de la pathogénie fasciste. Fin de citation. Bel hommage rendu à une période, me semble-t-il, quand même, où les femmes n'ont assurément pas le premier rôle en politique. Sans doute, en 1979, aurait-il consacré de nombreux billets à la révolution féministe. On songe à Simone Veil, évidemment, présidente du Parlement européen, à Marguerite Yourcenar, élue de l'Académie française. Quant à Louise Weiss, militant des droits de la femme, réputée pour son humour ravageur, je peux dire, gageant qu'elle serait aujourd'hui, pour notre billetiste, la meilleure référence pour moquer le pouvoir mâle. On peut dire que Plantu est aujourd'hui le successeur de Robert Escarpi, au Journal du Monde. J'abrège parce que je suis trop long, tant pis. Bref, Escarpi et Plantu, j'avais cité un passage de l'hommage aux 98, mais c'est pas grave. Escarpi et Plantu font précisément du clin d'œil, ce qui incite au coup d'œil, dès le premier contact avec le journal. Quel lecteur n'est pas immédiatement interpellé par un billet ou un dessin d'humour en première page? Moi, c'est la première chose que je suis abonné au Monde. Alors, c'est la première chose que je regarde, évidemment, quand je trouve dans ma boîte aux lettres mon journal du matin. Clin d'œil et sourire sont les tout premiers signes d'un échange complice entendu entre auteur et lecteur. Comment, pour conclure, ne pas donner la parole à Robert? Je le cite. 25 ans d'un mariage d'amour avec la une du Monde. Quand Jean-Jacques Pauvert me suggéra de célébrer ses noces d'argent en 336 pages, il devint évident qu'il fallait faire une sélection. Le billet est par nature éphémère. Littérature jaculatoire, il ne dure que ce que dure l'oraison. Mais si un billet ne dit que la vérité d'un moment, quelques milliers de billets, à eux tous, finissent par dire quelque chose qui dure. Fin de citation. C'était sa conclusion d'ouvrage. Je rajoute que ce qui dure, ce qui fait mémoire, ce qui fait sens pour l'histoire d'une pensée critique au jour le jour et toujours actuelle, ce sont précisément ces 25 verges qui portent la marque d'un éclaireur critique. À une jeune élève de collège qui lui a demandé à l'occasion de la rencontre pour ses 80 ans, donc à côté, à Condorcet, c'était à Condorcet? Oui, Condorcet. Oui, il me semble. Mais bien sûr. Et il lui demandait comment il ressentait sa célébrité. Il répondait: je ne suis pas célèbre, je m'en souviens très bien, je suis connu. On devra se célébrer sa mémoire. Et si vous me permettez, puisque j'ai eu comme professeur en histoire littéraire comparée, en 3e année, en licence, il commençait, c'est une blague que j'ai souvent racontée, on ne m'en voudrait pas pour ceux qui la connaissent, et puis, comme il était marxiste, il pouvait se la permettre. Il commençait toujours ses blagues ses cours par une blague. Toujours. Alors je l'ai noté, ici. Il dit, avant d'allumer sa pipe, parce qu'on fumait en cours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on fumait en cours. Il dit, bonne nouvelle, la mère de Lénine est ressuscitée. Mauvaise nouvelle, elle est enceinte. Il allume sa pipe. Voilà, pardon pour être un peu long.